Bonjour. Bonjour à tous. Mmh. Bienvenue sur ce premier webinaire questions-réponses sur la vague 2 du couloir hôpital. On a pensé pouvoir programmer de manière assez régulière sur l'ensemble des sujets qui vont concerner cette vague 2, en tout cas là maintenant sur le couloir hôpital. On a proposé comme thématique à traiter pendant cette séance les tests d'intrusion et les exigences sécurité. Donc, certains d'entre vous ont posé des questions en amont de la séance et on y répondra au fil de l'eau. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent, à les mettre dans le chat et on les traitera soit dans le chat, soit à l'oral en fonction de la réponse à apporter. Euh, on espère qu'on arrivera à tout traiter au cours de cette séance. Et je vous propose aussi un petit exercice d'ici la fin de la séance. Vous avez le temps d'y réfléchir. Est-ce que vous avez des thèmes que dans l'ordre de priorité, en fait, le prochain thème que vous aimeriez voir traité lors de cette séance, ou si ça vous est indifférent, nous on verra en fonction des questions qui nous sont posées. Voilà. Écoutez, je laisse la parole à Vincent. Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de revenir principalement sur le test d'intrusion parce que ça a généré beaucoup de questions, on a eu beaucoup de retours. Donc maintenant que les documents ont été diffusés, l'idée c'est de revenir un petit peu dessus, expliquer quels ont été les derniers ajustements qu'on a pu faire sur le test d'intrusion et réexpliquer un petit peu plus concrètement en quoi ça va consister pour vous. Donc, je, je passe sur, enfin, d'abord regarder un petit peu, enfin, faire un petit rappel sur le contexte de réalisation du test d'intrusion. Donc voilà, donc, enfin, vous l'avez bien compris, la sécurité, ça devient un pilier central du Ségur. Enfin, ça reste un pilier central, hein. C'est très important pour s'assurer que notamment enfin, les applications que vous proposez, elles vont pouvoir derrière accéder de façon sécurisée au DMP ou à d'autres services numériques en santé. Donc il y a une exigence du Ségur qui porte sur la réalisation d'un test d'intrusion. Donc c'est évidemment un élément central des exigences sécurité. Et donc ce test d'intrusion, il donne lieu à la complétion d'un formulaire qui est réalisé par l'auditeur et ensuite qui vous sera soumis pour demander le référencement. Ça constituera en fait une preuve à fournir. Donc ce test d'intrusion, pour rappel, il doit être effectué par un auditeur et vous devez voilà, contracter avec un prestataire pour réaliser ce test d'intrusion et ce prestataire, il doit être qualifié PASI. Donc là, c'est important de préciser qu'on ne vous demande pas de réaliser un audit PASI, un test d'intrusion PASI. Donc là, ça, c'est pas du tout la même chose, parce qu'un test d'intrusion PASI, voilà, il y a des conditions de réalisation qui sont spécifiques. On demande notamment à ce que l'auditeur soit certifié PASI. Et donc voilà, donc ça n'a pas le même coût, c'est aussi un niveau plus élevé en termes de sécurité. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire réaliser ce test d'intrusion par un prestataire qualifié PASI, c'est-à-dire un prestataire qui a cette qualification, ce qui permet voilà, d'avoir une confiance dans la capacité de ce prestataire à réaliser le test d'intrusion. Et donc vous trouvez parmi les documents qui ont été communiqués, donc 2 documents pour la réalisation du test d'intrusion, un guide d'utilisation voilà, qu'il est intéressant de lire avant de commencer le test d'intrusion. Et pour vous, côté éditeur, pour bien comprendre les éléments que vous devez fournir et la relation que vous allez devoir avoir avec le prestataire. Et puis pour le prestataire, l'auditeur, pour bien comprendre ce qui est attendu de sa part.
Et puis donc vous avez un formulaire qui constitue, donc qui doit être rempli, qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, et qui permet à l'auditeur d'indiquer voilà, la conformité ou non à un certain nombre de points de contrôle. Donc c'est ce formulaire qui va constituer un petit peu la preuve de la réalisation du test d'intrusion et de la conformité de votre solution. Je poursuis, donc on rentre un peu plus dans le contenu et les critères de validation du test d'intrusion. Donc pour rappel, donc c'est basé sur, c'est un test d'intrusion qui est basé sur l'OWASP. Donc l'OWASP, c'est une organisation à but non lucratif qui est mondialement reconnue en matière de cybersécurité. Elle publie de façon régulière un top 10 en fait, des principales menaces et vulnérabilités qui fait référence à l'échelle mondiale. Et donc on a choisi de s'appuyer là-dessus. Pour quelle raison? Pour essayer de rester le plus pragmatique possible. L'idée, c'est pas de cibler des vulnérabilités qui, dans la réalité, sur le terrain, sont peu exploitées. On se concentre vraiment sur les 10 vulnérabilités, les 10 principales menaces que l'on va rencontrer sur le terrain pour essayer d'aller vraiment à l'essentiel et de protéger au mieux les solutions. Donc, on a essayé donc, au niveau du guide de bien flécher le lien entre le top 10 au WASP et puis les points de contrôle qu'on va vous demander. Donc ça, voilà, si vous voulez avoir le lien précis, vous pouvez le retrouver dans le guide dont je parlais tout à l'heure, que vous allez pouvoir lire. Et puis, donc, dans le formulaire, on trouve des points de contrôle qu'on a essayé de rendre le plus précis possible, tout en permettant de s'adapter à tous les contextes, parce que vos solutions ne sont pas toujours, peuvent varier. Mais l'idée, c'est d'avoir un périmètre de couverture qui soit identique, quel que soit l'auditeur d'abord qui va pratiquer le test d'intrusion, mais aussi quelle que soit la solution qui sera testée. Donc voilà un petit peu pour expliquer un petit peu comment a été conçu ce test d'intrusion. Alors, selon le type d'application, il n'y aura pas forcément les mêmes points de contrôle. Donc on a en fait un certain nombre de points de contrôle qui s'appliquent quel que soit le type d'application, et puis des points de contrôle qui sont spécifiques à un type d'application. Parce que voilà, on n'aura pas les mêmes enjeux, les mêmes points à vérifier si on est sur une application de type web que si on est sur une application de type mobile. Bon, mobile, je pense que dans votre cas, je pense qu'il n'y en a pas côté DPI PFI, mais par contre, il peut y avoir aussi des clients lourds. Et donc là, dans le cas des clients lourds, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait encore un certain nombre d'architectures qu'on appelle 2 tiers, donc c'est-à-dire des architectures sur lesquelles il n'y a pas de serveur applicatif qui fait l'intermédiaire entre le client et la base de données. Et donc on a adapté un petit peu ce formulaire avec voilà, les 2 cases qu'on a rajoutées, que vous pouvez voir qui sont en rouge sur ce schéma, qui permettent voilà, de traiter le cas spécifique voilà, des applications qui sont encore sur des modèles client-serveur sans serveur applicatif. Donc ça peut être aussi le cas d'applications en standalone. Voilà. Donc ensuite, donc, sur ce test d'intrusion, on retrouve des points de contrôle, donc 18 points de contrôle communs. Donc ça, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure qui s'appliquent à tout type d'application. Et puis 21 à 24 points de contrôle, donc en fonction du type d'application, si c'est une application web ou client lourd. Et puis donc pour chacun des points de contrôle, il y a une classification en fonction du niveau de gravité. Donc il y a 2 niveaux de gravité en fait. Le niveau de gravité haute, c'est-à-dire que là en fait on considère que c'est une non-conformité à ce point de contrôle. C'est tellement grave en fait, ça a un impact tellement fort que ce point-là, cette non-conformité, elle est éliminatoire. Donc ça veut dire que les points qui sont en gravité haute, il faut obligatoirement que vous les
que l'application elle soit conforme à ces points-là. Et puis après, vous avez des points de contrôle qui sont de gravité moyenne. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, on vous donne une certaine tolérance et qu'on estime que c'est des points qui sont importants, mais qui sont tolérables s'il n'y en a pas trop. Et donc là, vous avez le droit à jusqu'à 10 réponses négatives, donc jusqu'à 10 non-conformités, 10 points de contrôle non atteints pour ce type de niveau de gravité. Et enfin, donc une évolution qu'on a apportée donc, par rapport aux architectures inférieures à 3 tiers, donc les standalone et les architectures 2 tiers que j'évoquais juste avant, c'est que voilà, certains points de contrôle ne vont pas rentrer dans l'évaluation du score pour ces solutions. Donc dans ce cas, voilà, le niveau de gravité est indiqué avec la mention non applicable, NA. Et voilà, mais toutefois, en fait, ces points de contrôle, ils restent importants, impératifs à auditer pour pouvoir valider ce processus de référencement, même s'ils ne sont pas comptabilisés dans ce cas, dans le score final. Alors, pour expliquer un petit peu donc, le planning, le processus, en fait, de quelle façon ça va se passer. Donc la première étape, donc il y a d'abord une phase de cadrage qui consiste dans un premier temps à contractualiser avec un PACI pour réaliser ce test d'intrusion. Donc voilà, donc il vous faut signer un contrat avec un auditeur PACI. Donc on peut retrouver sur le site de l'ANSSI, et puis c'est précisé dans le guide, hein, la liste des auditeurs qui sont qualifiés, enfin des prestataires qualifiés PACI. Et donc il faut faire attention dans la signature de ce contrat, c'est important. Nous, on vous recommande fortement d'y inclure une clause de revoyure, c'est-à-dire que si l'auditeur remonte un certain nombre de points de non-conformité qui du coup sont pas compatibles avec le passage, la validation du test d'intrusion. L'idée, c'est que vous puissiez, dans un second temps, les corriger et qu'ils puissent repasser derrière pour vérifier que ces non-conformités, elles ont bien été corrigées. Donc, on vous encourage vraiment à inclure ça lorsque vous signez le contrat avec ce prestataire PACI. Dans un second temps, donc il y a un certain nombre d'entrants qu'il va falloir communiquer à l'auditeur. Donc voilà, donc les dates de réalisation de l'audit, hein, bien sûr, les accès à la solution logicielle pour réaliser l'audit. Voilà, les différents contacts, le formulaire, le guide d'utilisation. Voilà, c'est le moment où vous pouvez échanger avec l'auditeur. Si vous avez des choses spécifiques à préciser à l'auditeur concernant votre application, c'est le moment aussi de le faire. Voilà, et donc une fois que tout ça c'est cadré, vous pouvez, donc il y a ensuite l'étape suivante qui est la phase de test. Donc là, il y a la réalisation des tests par l'auditeur. Donc nous, on estime que ça doit être réalisé sur une période de 3 à 4 jours. Après, ça peut varier sensiblement en fonction du type d'application. Ça a discuté avec l'auditeur, mais dans le cas des pilotes que l'on a réalisés, il y avait notamment un DPI dans les pilotes, on était sur cette base-là. Alors ensuite, donc, une fois que ces tests sont réalisés, donc, l'auditeur va recenser les non-conformités. Donc il va identifier voilà, les failles et vulnérabilités éventuelles qu'il aura trouvées lors de ces tests. Et il va remplir le formulaire de test d'intrusion que vous lui aurez fourni. Donc voilà, et vous transmettre. Donc une fois que ce formulaire est rempli par l'auditeur, il va générer un PDF. Il y a une petite macro sur le formulaire qui permet de générer ce PDF qu'il va ensuite signer électroniquement. Voilà, pour s'assurer en fait qu'entre le moment où il a signé le formulaire et le moment où ce formulaire est transmis à l'ANS, il n'y a pas eu de modification
sur le contenu, sur ce qu'a notifié l'auditeur. Donc voilà, donc il vous transmet ce formulaire. Alors après, donc c'est à vous de regarder s'il y a des points qui sont. Donc ça peut être, voilà, soit vous validez du premier coup le test d'intrusion, tout va bien, c'est formidable, et vous avez juste à nous transmettre comme preuve le formulaire signé. Soit vous vous rendez compte qu'il y a des points qui sont bloquants pour la validation du test d'intrusion, et donc là, vous allez pouvoir réaliser des corrections qui sont nécessaires et transmettre l'information à l'auditeur qui peut réaliser à nouveau le test des points qui n'étaient pas, conformes. Et donc là, on repasse par le même cycle, il recontrôle, il vérifie que tout est bon, il complète, il met à jour le formulaire, il génère une nouvelle version du PDF et il vous transmet. Et donc voilà, donc ça peut être plusieurs cycles jusqu'à ce que tout soit OK. Et donc et que vous puissiez nous soumettre le formulaire finalisé pour le référencement. Voilà, donc rapidement, parce que on va essayer de garder suffisamment de temps aussi pour les questions. Donc, le rôle de l'éditeur dans la phase de cadrage, c'est de vous assurer d'avoir un environnement qui soit isoprod, donc c'est-à-dire essayer de travailler sur un environnement de développement, de test dans des conditions qui sont proches de celles d'un environnement de production, parce que l'idée c'est de vraiment être dans des conditions le plus proches de la réalité, de la production. Il faut s'assurer que l'application elle est fournie dans la version identique à celle forcément du Ségur, pour laquelle vous demandez, vous candidatez sur le référencement Ségur. Il faut réaliser, donc il faut s'assurer que tous les dispositifs de sécurité que vous avez sur l'environnement, donc s'il y en a, donc ça peut être par exemple des WAF, c'est-à-dire des Web Application Firewall, des pare-feux applicatifs, des sondes, passerelles, etc., qui ne sont pas commercialisés avec la solution. Il faut les désactiver parce que l'idée c'est de tester la solution dans des conditions réelles telles que vous la commercialisez et telles qu'elles pourraient être utilisées par vos clients s'ils l'utilisent telle qu'elle, sans ajout de passerelle ou de pare-feu applicatif. Voilà, et puis donc, comme j'expliquais tout à l'heure avec le logigramme, il faut bien identifier le type d'application, dans quelle case vous vous trouvez pour le signaler à l'auditeur, si c'est nécessaire. Donc après, il y a un certain nombre d'entrants qu'il va falloir fournir. Donc là, on a listé un petit peu en fonction du type d'application, qu'est-ce qui va être attendu. Globalement, pour l'ensemble des solutions, l'idée c'est de donner plusieurs comptes avec différents niveaux de privilèges, parce que ça va permettre, il y a un certain nombre de tests qui concernent le cloisonnement, pour s'assurer qu'un utilisateur ne va pas pouvoir accéder à un compte administrateur ou qu'un utilisateur ne pourra pas accéder à un autre compte utilisateur, par exemple. Donc voilà, c'est important de permettre à l'auditeur de disposer de de comptes avec différents niveaux de privilèges. La liste des comptes génériques qui lui permettra de vérifier l'exposition de ces comptes. Une matrice de flux pour qu'il ait bien connaissance des flux essentiels de votre solution. Et puis, on vous demandera aussi une extraction des logs techniques qui seront réalisés sur le premier jour opérationnel, ce qui permettra à l'auditeur de contrôler un certain nombre de choses, de points qui portent sur la génération de ces logs. Voilà, de ces journaux. Voilà, et puis du coup, ce sera l'occasion d'informer l'auditeur s'il y a des vulnérabilités connues sur votre application et si vous avez mis en place des mesures de sécurité pour les traiter.
Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au concret et au formulaire. Pardon, là je suis sur les questions que l'on traitera après. Alors le formulaire, voilà comment il se présente en fait quand vous l'ouvrez. Donc c'est un formulaire, c'est un fichier Excel. Vous avez plusieurs onglets. Donc il suffit de suivre l'ordre des onglets, hein. Vous voyez, il y a des petits numéros 1, 2, 3. Donc on commence par le premier. Donc sur ce premier onglet, on explique un petit peu le principe. Maintenant, on peut aussi se référer au guide que l'on vous fournit qui est plus complet. Alors je vais faire un exemple. Donc je vais mettre un nom d'application. Donc là, vous avez un champ qui permet de décrire l'application. Donc tout ça, bien entendu, c'est rempli par l'auditeur, hein. Donc c'est lui qui indiquera le nom de l'application. Alors c'est important, il y a la version aussi à préciser, hein, parce que la version, elle est importante pour s'assurer qu'on est sur la bonne version de l'application. Voilà. Et puis donc ici, je peux rajouter voilà, un petit descriptif. Le type d'application, donc là on peut choisir une application, on va prendre une application web par exemple. Et vous voyez qu'en fait, là les onglets ont été modifiés. En fait, ceux qui ne concernent pas les applications web ont été automatiquement supprimés. Et donc là, à ce stade, vous voyez le résultat. Donc pour l'instant, l'application peut être référencée. Et en fait, au fil de la complétion voilà, du formulaire par l'auditeur, eh ben, cette information-là, elle peut changer. Donc voilà, j'ai renseigné qu'il s'agissait d'une application web. J'ai un premier onglet voilà, avec un certain nombre de points qui doivent être vérifiés par l'auditeur. Donc là, dans un premier temps, je vais mettre tout à oui pour que l'on voit ce qui se passe quand on est OK. Donc voilà, je remplis l'ensemble des points de contrôle. Voilà, donc là tout est OK. Alors si je regarde le résultat du formulaire, donc j'ai toujours l'application peut être référencée. Si par exemple il y a un des points qui est, donc on va prendre par exemple ce point-là qui est de gravité haute, donc on sait que si c'est pas atteint, c'est éliminatoire. Et on va regarder. Voilà, donc ici le résultat a changé, l'application ne peut être référencée. Voilà. Donc c'est à vous de compléter. Donc si j'avais pris une moyenne par exemple, là j'en ai qu'une, je mets non. Là on a toujours l'application peut être référencée puisque c'est un point qui est de gravité moyenne, donc on tolère qu'il y en ait jusqu'à une dizaine qui ne soit pas atteint. Voilà un petit peu. Donc 1, 2, 3 et maintenant en fait lorsque c'est complété, on passe à l'onglet 4, donc pour générer le PDF. Donc là en fait vous avez un champ qui permet de préciser l'emplacement où vous souhaitez générer le PDF. Et puis ici vous pouvez indiquer le nom de l'application si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais le faire. Et donc ensuite, je clique sur la macro pour générer le PDF. Voilà, donc normalement, le PDF a été généré. Effectivement, donc il est dans le répertoire sur lequel que j'avais indiqué. Donc je vais l'ouvrir. Et donc là, voilà, vous retrouvez, donc c'est ce type de fichier en fait que vous transmettra l'auditeur, où on retrouve un petit peu le descriptif de ce qui a été renseigné par l'auditeur. Et donc en fait, l'auditeur, avant de vous le transmettre, devra signer le document en utilisant un certificat voilà, pour signer le document. Donc là, la procédure, elle est décrite dans le guide.
Et donc voilà, c'est cette preuve-là qui vous transmettra et que vous pourrez utiliser. Voilà pour la petite démo. Alors, je vais passer tout de suite aux questions. Alors, certains d'entre vous nous ont soumis des questions auxquelles on va essayer de répondre en priorité. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, hein. Donc, sur le test d'intrusion, voilà, on en a eu 4. Donc, il y avait des questions sur les exigences C16 et C18, W et W20. Alors, C16, où est décrite la liste des accès que l'on doit fournir à l'auditeur? Alors, en fait, dans le guide d'utilisation, on retrouve un peu la liste complète des accès qui doivent être fournis à l'auditeur. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on retrouve l'information au niveau du guide. Et après, en ce qui concerne les flux, en fait, l'auditeur va vérifier les flux auxquels il a accès dans le cadre de la réalisation du test d'intrusion pour s'assurer en fait que les données qui circulent dans ces flux sont correctement sécurisées, ou en tout cas les données sensibles. Sur le C18, on demandait des éclaircissements. Donc C18, c'est le cas des injections côté client. Je vais peut-être repasser dessus pour qu'on le voit. C'est dans la base commune. Donc C18, c'était voilà, les caractères potentiellement dangereux doivent être échappés avant d'être retournés dans les réponses du serveur. En complément, un assainissement des données selon toute partie des méthodes suivantes pourrait être mise en œuvre. Bon, voilà, tout est indiqué ici. Donc là-dessus, en fait, ce qu'on cherche à analyser, c'est la capacité à réaliser des injections de code côté client en insérant des données malveillantes. Donc souvent, ça se fait par le biais des formulaires qui sont présents dans l'application, hein, notamment dans le cadre d'une application web ou d'autres entrées utilisateurs. Et donc, dans ce contexte, l'auditeur va examiner quelles mesures de sécurité ont été prises pour sécuriser cette partie-là du côté du client. W20, ce sont les exigences qui concernent, alors si je reprends le formulaire qui est là, c'est la partie web. Des contrôles d'authentification sont effectués côté serveur, contrôle mot de passe, certificat et authentification contextuelle. Donc là, ouais, voilà, enfin l'idée c'est de faire en sorte que s'assurer que les contrôles concernant l'authentification, ils ne sont pas effectués côté client, parce que dans ce cas-là, en fait, un attaquant aura la possibilité d'agir sur ces contrôles, de les contourner, alors que s'ils sont effectués du côté du serveur, il n'aura pas cette capacité à agir sur les contrôles d'authentification qui vont être effectués. Donc c'est l'idée de ce contrôle de s'assurer que c'est bien côté serveur que l'authentification est gérée. Et donc, alors après, pouvez-vous préciser comment sera décidé le périmètre de l'audit? Les DPI sont des logiciels souvent massifs, prévoir une phase d'audit sur l'intégralité des fonctionnalités paraît infaisable dans un temps budget raisonnable. Alors, on est conscient qu'effectivement, il y a souvent beaucoup de fonctionnalités sur les DPI. Après, donc, nous, on a pu réaliser des pilotes. Alors, ça peut varier, encore une fois, hein, le temps d'audit peut varier en fonction de l'application. Maintenant, nous, de ce qu'on a pu constater sur les pilotes, on a réalisé 4 pilotes, dont un pilote avec un DPI de ce test d'intrusion. Et on n'a pas rencontré de difficultés particulières quant au dimensionnement des tests d'intrusion. Je dirais même que sur les applications web, on était même plutôt large. Il y avait, peut-être par contre sur les clients lourds, ça peut demander un petit peu plus de temps et donc les délais que j'indiquais tout à l'heure, 3 à 4 jours, pourraient être
légèrement dépassé. Mais bon, nous, on estime que, voilà, que en principe, on doit tourner autour de 5 jours pour l'audit complet, à phase d'initialisation et débriefing compris. Voilà. Après, ça, quand je dis 5 jours, ça n'inclut pas bien sûr les corrections éventuelles que vous pourriez faire derrière et qui nécessiteraient d'autres validations côté auditeur. Je prends la question suivante. Je souhaite confirmer la configuration de test pour notre application qui est un client lourd, moins de 3 tiers. La solution sera testée dans les mêmes conditions que celle utilisée en environnement de production client via RD Web Remote App. Étant donné que l'accès au serveur ne sera pas possible, certaines exigences spécifiques ne pourront pas être testées. Dans ces conditions, pouvons-nous convenir que le résultat non applicable soit accepté si l'auditeur fournit une justification appropriée? Alors en fait, là, donc, dans la notification, l'auditeur a 3 possibilités. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit non applicable. Et donc, la notation non applicable, NA, elle concerne le cas où, en fait, pour lui, le point de contrôle n'est pas pertinent pour l'application, pour une raison voilà, qui est propre au contexte de l'application. Il estime que ça n'a pas de sens, en fait, de faire le contrôle, ou en tout cas, voilà, il estime que pour lui, ça ne devrait pas rentrer dans la notation. Et donc, dans ce cas-là, il doit accompagner cette mention non applicable d'un commentaire justificatif où il précise pour quelle raison, de son point de vue, ce n'est pas applicable. Et donc, voilà, donc ça, c'est obligatoire si on indique non applicable. Voilà, alors après, dans le cadre d'un test d'intrusion, les contrôles réalisés côté serveur, ça en fait partie, c'est important. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'authentification. C'est important de s'assurer qu'un certain nombre de contrôles sont effectués côté serveur et qu'ils sont effectués correctement. Après, ce sera à l'auditeur de juger. Donc, l'idée, c'est de fournir quand même un maximum d'informations à l'auditeur pour qu'il puisse réaliser le test d'intrusion et de voir avec lui s'il est dans les conditions que vous lui proposez, ça convient ou pas. Après, l'auditeur, lui, pourra juger si les éléments que vous lui fournissez sont suffisants pour évaluer l'efficacité des contrôles. Dans certains cas, il pourra déterminer que d'après ce qu'il voit côté client, il en déduira que côté serveur, c'est correctement implémenté. Mais dans certains cas, voilà, il pourrait avoir besoin d'informations, d'accès complémentaires. Donc ça, c'est à voir au cas par cas avec l'auditeur. Et donc, il faut essayer au maximum de le traiter dans la phase amont de l'audit pour ne pas perdre trop de temps ensuite sur l'audit. Je poursuis. La question concernant les exigences du formulaire de test d'intrusion C13, W15, W10 à W18, etc., ainsi que l'exigence générique 3, s'applique-t-elle uniquement à des éditeurs qui imposent un hébergement systématique de tout ou partie de l'application ou qui la fournissent uniquement en mode de service SaaS? Donc, en fait, là, on parle de points de contrôle du test d'intrusion et d'exigence sur lesquels il y a bien la mention. C'est des points qui s'adressent au cas où vous assurez vous-même l'hébergement ou vous le faites assurer par un tiers. Donc soit vous proposez la solution en mode SaaS, soit en tout cas vous assurez toute ou partie de l'hébergement du produit. Du coup, il y a des points de contrôle qui vont concerner cette partie-là. Donc évidemment, si c'est une solution qui est on-premise, par exemple, là, du coup, vous n'allez pas être concerné par ces points de contrôle. Mais donc, on précise à chaque fois que ça s'applique. Donc effectivement, voilà, ces points-là, ils vont s'appliquer. Et après, donc, il y a la suite de la question, c'est s'applique-t-elle aussi à un éditeur qui propose une prestation d'hébergement indépendante et qui peut être choisi par un établissement pour l'hébergement de son application? Donc là, si j'ai bien compris, parce que je suis pas certain, mais si j'ai bien compris, en fait, on parle du cas
ou la prestation d'hébergement, elle est fournie de façon optionnelle aux établissements de santé. Ils peuvent prendre cette option ou ne pas la prendre. Et dans ce cas-là, je suppose que c'est une solution on-premise qu'ils implémentent. Donc, bah, évidemment, s'il y a les deux options, ces points de contrôle ils vont s'appliquer, puisque dans certains cas, vous assurerez l'hébergement de la solution. Donc, c'est important de le vérifier dans ce cas-là. Donc oui, ça va s'appliquer, en tout cas, ces points de contrôle vont s'appliquer dans ce cas-là. Et je poursuis avec la dernière question qui nous a été soumise. Sur l'exigence C13 du formulaire du test d'intrusion, on mentionne l'antivirus qui a été retiré des exigences REM, DPI et PFI. Est-ce une erreur de mise à jour du formulaire de test d'intrusion? Alors, effectivement, c'était un point de contrôle qu'on avait inclus dans une ancienne version du test d'intrusion. Mais effectivement, il y a eu un arbitrage et ce point de contrôle concernant l'antivirus a été retiré. Donc, a priori, normalement, dans la nouvelle version du formulaire qui vous a été soumise, ça n'apparaît plus. Et on l'a vérifié, normalement, c'est le cas. Donc, a priori, je pense que là, la personne a dû regarder une ancienne version du formulaire de test d'intrusion qui l'incluait. Donc il faut vraiment être sur la dernière version communiquée que vous retrouvez avec les REM. Voilà pour la partie test d'intrusion. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Je ne sais pas si Julien, si tu vois des questions dans le chat qu'on pourrait Alors, effectivement, traiter. nous avons eu une question de Monsieur Laguarde, alors, qui est plutôt générique, qui est, étant donné les évolutions importantes du cahier des charges des pays, un éditeur est-il autorisé à fournir la version référencée SegurVac 2 en tant que nouvelle version majeure de sa solution? Merci Julien. Je propose qu'on traite en priorité, comme c'est le thème du jour, les autres questions qui concernent les sujets sécurisés et tests d'intrusion et on gardera en fin de séance ou ultérieurement les réponses à ces questions-là qui traitent D'accord, d'autres très sujets au clair. plus large. Ok. Donc s'il y en a pas, enfin, tu vois des questions sur le test Alors, d'intrusion? du coup, de la même personne, en fait, il y avait en fait, sur la C13, on a évoqué dans la parenthèse le rejet de fichiers téléversés suite au contrôle antivirus. Effectivement, je pense que ça, c'est peut-être un oubli de notre part en ligne C13, Ah la oui, fin de oui. la parenthèse, effectivement. Donc, Euh, effectivement, il doit pas y avoir cette mention-ci normalement, puisque l'exigence sur l'antivirus a été retirée. c'est une bonne C'est une bonne remarque. remarque, du coup. Merci, Effectivement, ouais. ouais, Merci merci beaucoup, de du l'avoir coup. relevé. Effectivement, on avait raté ce Ce point-là. point, ouais. C'est bien noté. Donc Mm, on va le traiter. Je pense mm. du coup, Oui, on mettra à jour le fichier. le formulaire, oui. Un petit oubli là. Mm. Et enfin, dernière question. Est-ce que ce test d'intrusion a une durée de validité? Alors, de mémoire, je pense on n'a pas indiqué. L'idée, en fait, c'est de le réaliser dans le cadre du référencement Ségur. C'est pas de prendre un ancien test d'intrusion, si ça pouvait être la question, parce que voilà, il est spécifique, il y a des choses qui auraient probablement pas été traitées. L'idée, c'est d'avoir une équité en fait entre l'ensemble des éditeurs, donc d'avoir passé ce test d'intrusion. Après, une fois que vous l'avez passé, l'idée, enfin, je pense que dans le cadre du processus de référencement, pour moi, c'est bon, hein. Vous pouvez, tant que enfin, voilà, le processus de référencement démarre, vous passez votre test d'intrusion, vous avez d'autres sujets, enfin, il est OK, vous avez d'autres sujets sur lesquels vous devez travailler, vous pouvez déjà vous pouvez fournir la preuve
dès le moment où elle est disponible, mais vous pouvez aussi la fournir un peu plus tard, tant qu'on reste dans le processus de référencement. Pour moi, ça reste acceptable. Est-ce que tu vois d'autres questions, Julien? On passe peut-être à la suite. Je vois qu'il reste plus beaucoup de temps pour qu'on ait le temps de traiter d'autres On questions peut sur. passer, oui, non, on peut passer à la suite, effectivement. Je pense que ça répond à l'ensemble des questions. Donc, Alors, je vais passer à la partie sur les exigences SSI. Là, je vais être plus bref hein, parce que on les a déjà beaucoup présentées. Donc, sur les exigences SSI, donc pour rappel, en fait, on a 3 types d'exigences. On a un socle commun qui contient des exigences critiques qui sont valables pour l'ensemble des task force, donc des pays comme PFI. Voilà. Donc qui sont un peu un socle d'exigences de base sur la cyber. Après, on a des exigences qui portent sur l'identification électronique. Donc là, c'est des exigences en fait qui sont issues du référentiel d'identification électronique qui s'impose aux établissements de santé. Et donc, dans ce cas-là, pour que ces établissements de santé puissent mettre en œuvre ce qu'on leur demande dans les référentiels, il faut aussi que leur solution elle soit compatible avec ce qu'on leur demande. Donc, on retrouve des exigences qui s'appliquent essentiellement aux DPI parce que pour les PFI, en fait, il n'y a pas d'interface pour les professionnels de santé. Hein. C'est plutôt des admins dans la majorité des cas qui sont amenés à gérer la plateforme. Donc, il y en a moins pour les PFI, mais voilà, il reste deux petites exigences. Et après, donc, on a des exigences qui portent sur la partie gestion des identités et des accès, donc ce qu'on appelle l'IAM. Donc, pour ces exigences-là, donc, elles portent donc là, on a un peu le même constat que pour l'identification électronique, c'est-à-dire que pour les DPI, l'idée c'est que la solution elle soit capable de s'interfacer avec un web SSO, et donc il y a des exigences qui portent là-dessus, et il y a une dimension de gestion des identités et des accès qui est essentielle. Alors que pour les PFI, comme on n'a pas d'interface homme-machine pour les PS, on a beaucoup moins d'exigences qui sont valables ici. Donc on n'en aura que 2. Très rapidement, donc sur le socle commun, vous allez retrouver des exigences qui portent sur des aspects de gouvernance. Est-ce que vous désignez bien des responsables sécurité? Est-ce que vous réalisez bien des sensibilisations à la cyber pour les équipes qui sont en charge? Est-ce que vous avez un plan d'assurance sécurité si vous êtes en responsabilité de tout ou partie de l'hébergement? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques en termes de développement sécurisé? La 18, elle concerne le test d'intrusion, donc je ne reviens pas dessus, avoir réalisé le test d'intrusion. La veille et le patch management, est-ce que vous avez un processus pour assurer le patch, l'installation des correctifs lorsqu'il y a des vulnérabilités de sécurité qui sont découvertes? Et puis, point essentiel, la réalisation des sauvegardes. Est-ce que vous proposez une procédure de sauvegarde et de restauration et dans la documentation qui est associée? Donc ça, c'est pour le socle commun. Sur l'IAM, donc il y a la principale exigence, c'est l'IAM 80. Elle concerne la capacité à intégrer une solution de web SSO. Donc on vous demande de vérifier que votre système il est capable de s'interconnecter à la fois à ProSanté Connect et à la fois de faire de l'OpenID Connect avec une autre solution, et on vous met à disposition. Donc ça c'est en cours, on va vous mettre à disposition tous les éléments pour pouvoir faire ce test. Après, vous avez des points sur la gestion des éléments d'identité, les traces qui sont réalisées sur la partie IAM, la politique de mot de passe pour les comptes d'administration qui sont les plus sensibles. Donc on a des éléments on attend des mots de passe plus robustes.
Et puis la capacité à extraire des éléments d'identité des permissions. Donc l'idée c'est de pouvoir faire une revue des comptes et de mettre à jour ces éléments en faisant un extract. Et puis donc sur l'identification électronique, vous allez avoir des points qui concernent l'identification, enfin le processus d'enrôlement des professionnels de santé. Donc, est-ce que, voilà, lorsque votre système il est capable de travailler sans un AD, entre guillemets, enfin sans un annuaire, avec des comptes, ben, comment il vérifie à chaque fois, enfin, il est important qu'il vérifie à l'enrôlement que l'adresse de messagerie qui est soumise ou le numéro de téléphone portable, c'est bien le bon. Et donc, ça peut se faire avec l'envoi d'un code ou un lien d'activation. Même chose si on modifie cette adresse de messagerie ou ce numéro de téléphone, on vous demande de faire la même chose. Ensuite, on précise les attributs qui sont attendus, les attributs d'identité pour un professionnel de santé. On vous donne une petite liste. Ensuite, il y a un point sur les mots de passe, donc là pour les professionnels de santé, qui pointe sur ce qui est décrit dans le référentiel d'identification électronique qui doit être implémenté. C'est opposable. Voilà. Et puis après, la partie sur la déconnexion du système. Donc en gros, est-ce que le professionnel peut fermer sa session et est-ce qu'on force une déconnexion automatique du professionnel après une durée paramétrable d'inactivité. Voilà, donc je vais très très vite parce qu'on les a déjà présentées et puis donc je pense qu'elles sont assez connues et puis vous pouvez retrouver tout le détail sur les REM qui ont été partagés. Je vais revenir peut-être aux questions. On avait quelques questions sur cette partie-là. Il y avait 2 questions. Donc je vais les traiter. Donc la première concernait alors la gestion du mot de passe. Lorsque la gestion du mot de passe, donc là on est sur la partie les exigences IAM. Non, pardon, sur les exigences sur l'identification électronique, autant pour moi. Lorsque la gestion du mot de passe est déléguée à un Active Directory, donc un annuaire, et donc non géré par le DPI, comment cela va se passer pour l'exigence? Pourrons-nous déclarer dans l'outil des preuves que nous ne sommes pas concernés? Alors, la façon dont ont été écrites les exigences, c'est on a considéré en fait que l'ensemble des DPI étaient capables de fonctionner sans un AD, parce qu'on considère que alors certes, ça va être, enfin c'est, je pense la meilleure forme pour utiliser un AD, ça va être d'utiliser, pour utiliser un DPI, ça va être de fonctionner avec un annuaire type Active Directory et donc de gérer les accès au niveau de cet annuaire. Toutefois, ce qu'on considère, c'est que vos solutions, elles sont créées pour permettre à des établissements qui n'auraient pas d'annuaire local de pouvoir fonctionner de façon autonome, de permettre aux DPI de fonctionner de façon autonome. Et donc, on a estimé que tous les DPI étaient capables de gérer une base de compte locale. Donc ça veut dire que les exigences qui concernent l'utilisation d'une base de compte locale, pour nous, elles doivent être remplies aussi elles doivent être remplies par l'ensemble des DPI. Donc pour nous, cette exigence, elle est valable pour tous les DPI. Alors après, la question suivante, c'est prenez-vous en compte le mode d'hébergement et les OS utilisés? Alors pour le mode d'hébergement, oui, c'est le cas. On en a discuté à plusieurs reprises déjà. Donc en fait, il y a certaines exigences qui s'appliquent que lorsque vous réalisez l'hébergement de la solution, donc soit en mode SaaS, soit voilà, toute autre forme. Mais si vous assurez l'hébergement, il y a un certain nombre de points de sécurité qui concernent cet hébergement qu'il faut vérifier.
Donc voilà, on a des exigences qui portent là-dessus, et donc c'est bien, c'est effectivement pris en compte. En revanche, sur les OS, donc là, on considère que c'est un élément qui est un petit peu en dehors de la solution, et c'est quelque chose qu'on a exclu, donc la partie système d'exploitation des exigences SSI. Donc vous ne retrouverez pas de points de sécurité, même dans le test d'intrusion, qui vont concerner le système d'exploitation utilisé. Voilà, donc on a traité toutes les questions. Il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce qu'on a peut-être des questions qui restent sur la partie sécurité, Julien, dans le chat qu'on pourrait Alors, traiter? pas spécialement de questions, juste une remarque disant que là, sur la précédente question, enfin, il y a Monsieur Vallier Thomas qui dit qu'il n'est pas spécialement d'accord sur le fait que on peut déployer une solution en se basant uniquement sur l'annuaire. Alors oui, là, enfin, moi, je suis d'accord avec ça. En fait, toutes les solutions de DPI, enfin, en tout cas, je l'espère, la majorité, peuvent être déployées uniquement avec un annuaire Active Directory. Ça, je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est possible qu'un de vos clients décide d'utiliser la solution sans annuaire Active Directory. Et donc, bah, dans ce cas-là, il faut considérer que ce cas-là, bah, on peut le rencontrer sur le terrain, et que donc, bah, il faut faire en sorte que la solution, elle soit sécurisée pour ce type d'usage. C'est ce que je veux dire. J'espère que ça répond à l'interrogation. Sinon, il y a d'autres points que tu vois, Julien, de questions qu'on Non, pourrait traiter? là, ça va être bon. Enfin, sur la partie SSI, ça va être bon. Après, il y avait la première question tout à l'heure sur la version. Oui, je vois que Philippe Lagarde a complété que c'était relatif au slide sur la phase de cadrage du test d'intrusion. Alors moi, j'avais pas lu cette question comme ça, du coup. Euh, Est-ce que je vais retourner sur la slide du cadrage? Il y a une référence à la notion de version majeure sur ce sujet-là. Ça te parle, Vincent? Oui, alors de mémoire, ce qu'on indique dans le guide pour le test d'intrusion, on indique que l'application elle doit être dans la version majeure pour lequel l'éditeur candidate. C'est-à-dire que voilà, on considère que il est important que le test d'intrusion il soit réalisé sur une version idéalement la version identique euh, à celle, enfin en tout cas la version majeure pour laquelle il candidate. Donc quand on dit version majeure, ça veut dire euh, les versions, enfin s'il y a des évolutions très légères qui portent sur certaines fonctionnalités, on peut considérer que c'est bon, mais si on est sur, donc par exemple si on est sur une V 1.9.1, ben, on peut considérer que c'est OK pour la V 1.9, hein, par exemple. Enfin, c'est ça l'idée en fait, c'est Non. on soit pas sur une version complètement différente de celle pour laquelle la candidature a été positionnée. Ok. Je pense on apportera, je pense qu'il faut qu'on apporte quelques précisions sur ce point-là, qu'on ne pourra pas apporter là aujourd'hui, mais on l'a bien noté. Euh, Parce qu'effectivement, il y a un petit sujet, je pense, de cohérence des versions entre versions référencées et versions qui passent le test et cette notion de version majeure. Donc, on va, je pense, apporter des nouvelles précisions. Euh, L'ensemble des questions qui ont été posées et auxquelles Vincent a eu l'amabilité de répondre aujourd'hui,
sera intégré à la fac qui sera en ligne, enfin qui sera alimenté du coup avec ces nouvelles questions-réponses sur la vague 2 côté éditeur pour que vous puissiez retrouver l'ensemble à disposition. On intégrera aussi les réponses aux questions auxquelles on n'a pas répondu, qui ne concernaient pas la partie SSI parce qu'on n'a pas le temps de les traiter aujourd'hui. Donc, on les intégrera dans la fac pour que vous puissiez avoir les réponses le plus tôt possible, mais on les représentera aussi lors d'une future séance. Donc, n'hésitez pas à nous faire connaître si vous avez des thèmes de prédilection ou qui vous semblent plus urgents à traiter dans une prochaine séance qui on n'a pas planifié la date encore, mais devrait se dérouler très certainement juste après ou la semaine qui suit, sans Expo, puisque d'ici là, on va tous avoir beaucoup de jours fériés, des semaines très courtes, du temps de préparation et la réalisation de Expo. Donc, je pense que vous, comme nous, serez assez peu disponibles. Et dans l'intervalle, bien sûr, vous avez toujours le formulaire de contact sur le portail industriel de l'ANS pour poser vos questions qui n'auraient pas vocation à attendre un futur webinaire. N'hésitez pas à en faire usage. Et du coup, on est à la fin on a commencé à dépasser. Donc, je dois remercier tous les participants de vous être connectés, Vincent et Emmanuel d'avoir préparé et animé ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt et on se verra certainement sur Santexpo notamment. Merci beaucoup. Et oui, dernier point, ce webinaire est enregistré, donc vous l'avez vu en début de séance et donc sera disponible en replay. Merci à Voilà. tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.